bonjour à tous, je reviens, donc il y avait un petit problème de son. Donc on va travailler ensemble sur la Banque du Canada qui prend une décision de politique monétaire, conférence de presse, alors décision en matière de taux à 10 heures, attention 10 heures heure locale, donc 10 heures heure locale c'est 16 heures heure de Paris. Elle prendra une décision en matière de taux, on n'attend pas grand chose. Par contre, la conférence de presse qui va suivre de la part de la Banque centrale aura donc une influence sur le dollar canadien. Le dollar US est toujours bien orienté depuis la publication des chiffres du NFP. Le S&P 500 qui fait des records historiques, le Dow qui approche. Je vais revenir aussi sur l'approche contrarienne des marchés financiers. J'ai à ma disposition les toutes dernières données des positions des traders chez FXM dans le monde. Vous allez voir que la plupart des traders particuliers chez FXM dans le monde, c'est pas péjoratif, je suis pas là, je mets pas en avant les traders particuliers chez FXM France. Short les nouveaux sommets historiques. Ça alimente la hausse, on va dire. Le dollar US, les paires en dollars, les indices boursiers européens, les matières premières, le dollar canadien, voilà pour le programme de ce Wall Street Insider. Alors tout d'abord, je vous donne le lien vers cette page. Voilà, je vous le mets dans la section commentaires. Il s'agit du site de la Banque du Canada. Alors ce site a l'avantage d'être bilingue parce que au Canada il y a deux langues officielles, le français et l'anglais, donc tant mieux pour nous. Ça permet de mieux comprendre notamment le rapport sur l'inflation de la Banque centrale et ce qu'elle envisage derrière en termes de politique monétaire. Un rapport d'ailleurs trimestriel sera publié dès 16 heures, où la Banque centrale reviendra à la fois sur ses anticipations d'inflation, ses anticipations de croissance pour l'économie canadienne, ainsi que l'évaluation des risques connexes. Alors ça, je reprends la façon dont on s'exprime en français au Canada, mais concrètement, il s'agit du contexte économique mondial et du contexte politique mondial. Donc je vous ai donné le lien, je vous invite à étudier en détail ce site et à regarder les toutes dernières publications. Le lien que je vous ai donné est très précis puisqu'en fait c'est ici que vous allez assister à tous les documents qui seront rendus publics par la Banque centrale. Cet après-midi, aux États-Unis, sont attendus la publication des stocks de pétrole brut aux États-Unis, ainsi que des stocks d'essence. Et enfin, ce soir à 20 heures, publication du livre beige de la Réserve fédérale. Donc voilà, en l'état, tout ce qui va avoir une influence sur le dollar américain, en attendant vendredi avec les ventes au détail aux États-Unis et l'indice de confiance de l'Université du Michigan. Alors je vais commencer par les paires en yens, toujours bien orientés. Le leader, c'est le taux de change USD-Yen. Voilà, l'analyse technique qu'on peut pratiquer sur l'USD-Yen est tout à fait valable pour l'ensemble des paires en yens. On est sorti par le haut d'un range, on fait un double bottom. Bon, si vous suivez nos émissions depuis le début de la semaine, vous n'avez pas manqué ces mouvements-là. On est toujours sous l'influence de ces figures chartistes. Le yen se déprécie, attrait pour le risque. La volonté affichée à travers les mots de la Banque centrale du Japon de ne pas laisser le yen s'apprécier davantage. Alors lorsque la Banque centrale du Japon parle d'une appréciation du yen, dites-vous bien que le USD-Yen est passé de 125 en début d'année à 98. Donc c'est une sacrée appréciation, 25%. Et forcément, la Banque centrale, qui compte sur la compétitivité échange pour doper sa croissance, ne semble peu vouloir tolérer que le marché s'installe durablement sous les 100 yens. Donc ça fait aussi partie des éléments qui soutiennent la remontée des paires en yens. Alors, moi j'ai, vous le savez, une préférence pour l'euro-yen depuis le début de la semaine. Ce matin, le marché a fait un pullback parfait. Donc vous avez ici le double bottom sur 110,80 yens. La ligne de coup était établie à 114,90. Donc en données horaires, on a fait un pullback durant la session asiatique à 4 heures du matin. Donc il se passe souvent sur les paires en yens, il y a énormément de bons prix qui sont donnés par le marché dans ce créneau-là, entre 4 heures et 6 heures du matin. C'est la fin de la session asiatique et on approche de l'ouverture de la session européenne. Et c'est souvent là, bon, la plupart du temps on dort, qu'on a des bons points d'entrée. Après on peut agir en laissant traîner des ordres dans le marché sur les bons prix. Par exemple, un ordre d'achat à court limité sur la ligne de coût est exécuté dans cette tranche horaire. Alors, sur l'euro-yen, je vous ai donc proposé ce matin de croire que le marché pouvait remonter. J'ai toujours une cible de l'analyse technique établie à 117 yens. Et là, on a bien rebondi, on est sorti par là de cette petite conso, il faut vite confirmer.
J'étudie deux moyennes mobiles, la moyenne mobile à 20 périodes et à 50 périodes. On est ici en données horaires. Et donc vous voyez que depuis environ 4 heures, dès que le marché teste la moyenne mobile à 20 heures, eh bien il y a des acheteurs qui se présentent. Donc voilà, en l'état, moi je prends en compte le chandelier de cassure qui s'est construit ce matin ici entre 11 heures et midi. Et j'invalide sous le point bas de ce chandelier de cassure. Alors, bon, je ne sais pas si c'est le bon point de départ et si on va repartir tout de suite. Mais en tout cas, en termes de tactique de trading, les 115-20 permettent de gérer le risque. Et je vise 117, qui est donc un niveau de résistance horizontale sur l'euro-yen. Alors, c'est cet après-midi qu'il y a la nomination officielle, et elle sera reçue donc par la reine de Theresa May, chef de file du Parti conservateur, nouveau Premier ministre du Royaume-Uni. Dans un premier temps, c'est David Cameron qui est reçu par la reine pour remettre officiellement sa démission. Et dans la foulée, le nouveau Premier ministre s'installe. Alors, la livre sterling rebondit depuis lundi pour ces raisons-là. Va-t-elle finir de rebondir? Parce que derrière, bon, l'incertitude revient. C'est possible. On va regarder ensemble les paires en GBP. Donc, pour les paires en yen, j'en dirai pas davantage. Je pense que l'USD-Yen et l'Euro-Yen résument bien la situation. Et je reste positif sur l'Euro-Yen à court terme. Invalidation sous 115,20. Tout premier support, moyenne mobile à 20 heures, au-dessus de laquelle je vais viser 117 yens. En fait, pour être précis, le niveau technique c'est 116,90 comme un objectif de cours. Le dollar américain. Alors, lui, parfaitement inchangé depuis le 28 juin. On a une jambe de hausse ici, je vais passer en plein écran et au passage l'avertissement sur les risques liés au trading. Un trader sur marge comporte un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur car cela peut générer des pertes qui dépassent votre capital de trading. On repasse sur le graphique. Donc le dollar US, il n'y a pas beaucoup de catalyseurs à court terme. Il y a eu des prises de parole hier de membres de la Fed qui rappellent que la Réserve fédérale va augmenter ses taux dans un futur proche. Donc bon, il n'y a pas d'impact non plus. Tant qu'on se maintient dans le range 11 950, 12 050 ici sur l'US dollar index de FXM, à terme, disons qu'en juillet, moi je privilégie la reprise de la hausse. Le cours attend probablement cette fois-ci techniquement ces deux moyennes mobiles, 20 jours et 50 jours, qui ont quand même l'avantage d'avoir repris une pente haussière avec MM20 qui a croisé au-dessus des MM50. Donc voilà, lorsqu'on utilise des moyennes mobiles, c'est un signal positif. Le seul point d'entrée sur cet indice c'est 11 950, 11 960, donc là on est en plein milieu du range, il n'y a pas grand chose à en attendre. USD Yen on l'a vu ensemble, Euro Yen aussi. L'AUD USD bénéficie donc de la reprise des matières premières, le pétrole, le gaz naturel, le cuivre. Pour autant, l'AUD USD teste une résistance à 0,7647 $ depuis quelques heures. Je ne suis pas forcément en faveur d'une cassure haussière immédiate. Mais en l'état, c'est possible, si l'US dollar index devait revenir tester la partie basse de son range, que la UD-USD s'essaye à une cassure. On verra. Mais j'ai pas de stratégie à vous proposer dessus. Donc cette semaine, moi j'ai un gros focus sur les paires en yens. Le NZD-USD ne lâche rien, c'est pourquoi d'ailleurs le NZD-Yen est le plus fort. Le NZD-CAD, toujours bien orienté, hein, avec possiblement cette gigantesque épaule tête-épaule inversée de continuation, avec un avis positif au-dessus de 0,9450. Le NZD-USD est solide, tente de dépasser ses récents sommets, difficile d'acheter sous résistance. Par contre, hier le NZD-CAD, je vous ai proposé une stratégie positive en gérant votre risque sous 94,50. Donc, si vous vous mettez en données hebdomadaires sur le NZD-CAD, vous avez potentiellement une superbe structure de continuation en épaule, tête-épaule inversée, avec épaule gauche et épaule droite ayant exactement le même point bas à 0,8620. Donc ça c'est positif. C'est vrai qu'on a le sentiment vraiment que ça a envie de passer sur le NZD-CAD. Le dollar néo-zélandais est bien orienté. En début de semaine, il y a eu des chiffres, des ventes au détail en Nouvelle-Zélande, basés sur les données remontées par les cartes bancaires des principales banques néo-zélandaises. Et il y a eu une forte croissance. Donc voilà, s'il y a une forte croissance des transactions réalisées par carte bancaire parmi les consommateurs néo-zélandais, actuellement ça fait partie des très bons indicateurs pour mesurer la consommation des ménages, mais d'un point de vue réel, parce que voilà, la transaction elle est faite. On ne parle pas d'un sondage, de perspective, c'est une réalité. Il y a eu une augmentation des paiements par carte bancaire, donc on peut en déduire une certaine réalité de la consommation des ménages. En tout cas, shorter le dollar néo-zélandais me paraît une mauvaise idée vu son momentum. Et on a ici une ligne de tendance en weekly qui attrape le plus haut de mars 2014, le plus haut
de mars 2015 et le plus haut de décembre 2015, c'est vrai que si ça passe derrière, on pourrait à terme envisager la parité, donc 1 $ néo-zélandais égale 1 $ canadien. On peut avoir ce point de vue et on invalide sous 94,50, le point bas du petit range qui se construit depuis 3 séances. Le taux de change GBP-USD toujours en rebond. Je ne propose rien sur le GBP, j'attends la nomination officielle de Theresa May. Demain, il y a la décision en matière de taux de la Banque d'Angleterre. Vous avez la moyenne mobile à 20 jours qui tombe ici sur les cours. Et à l'envers, lorsque vous allez sur le taux de change euro-GBP, elle arrive en soutien, mais on n'est pas encore exactement en soutien. Donc c'est vrai qu'il y a le début d'une mèche basse sur l'euro GBP, le début d'une mèche haute sur le GBP USD, mais j'ai pas suffisamment d'éléments pour croire que le point bas a été fait, donc j'attends. Le marché peut un peu temporiser. Par contre, surveillez le premier point de contact avec la moyenne mobile à 20 jours, ici sur l'euro GBP. Ça pourrait être un bon point d'entrée. Donc celle-là, mettez-la sur surveillance. Si vous avez un graphique de l'euro GBP, c'est peut-être même la seule chose en termes d'indicateur de tendance que vous pouvez laisser en position. L'euro-dollar, exactement le même point de vue technique depuis le 6 juillet, un range de 100 points entre 1,1020 et 1,1120. Et je suis plus à l'aise en faveur de stratégie de vente des 1,1120. Là, on est en plein milieu du range, donc j'ai pas quelque chose de particulier à mettre en avant. Le taux de change USD CAD maintenant. Alors, là c'est plus compliqué, taux de change USD CAD. Cet après-midi, il y a beaucoup de déterminants sur le dollar canadien, le CAD, devise de contrepartie, et la décision en matière de taux à 16 h. Il y a la conférence de presse du gouverneur Poloz à 17h30, ainsi que le nouveau rapport sur l'inflation et la croissance remis par la Banque centrale. Ça va faire beaucoup de choses à étudier. L'idée, c'est de ne pas trader une statistique, c'est de comprendre ce que propose la Banque centrale. Sur le plan technique, c'est un range parfait, donc malheureusement, pas grand-chose là non plus envisagé. Ce qui serait à terme positif sur l'USD CAD, c'est de parvenir à casser à la hausse 1,3187. Pour casser à la hausse 1,3187, il faudrait vraiment que la Banque centrale s'inquiète des risques connexes. Alors voilà, c'est comme ça que s'exprime en langue française la Banque centrale, le contexte mondial en fait, politique mondiale, économique mondiale, et l'impact que ça peut avoir sur la politique monétaire de la Banque centrale, donc on verra. Et techniquement, bon, alors ici il y a peut-être éventuellement, vous pouvez observer la remontée ici de la moyenne mobile simple à 20 jours, la même à 50 jours, mais bon, là c'est vraiment quelque chose sur le plan de chartiste qui n'est pas très limpide, en plein milieu même lui-même d'un range qui n'est pas très clair, donc pas vraiment de stratégie ici sur ce marché. Par contre, pour en revenir à ce dont je parlais à l'instant, les paires en yens, et puis donc on s'intéresse au dollar canadien, vous avez ici deux choses. Vous avez donc le CAD yen, qui est à la fois donc une paire en yens et une paire en dollars canadiens. Sur ce graphique, j'ai superposé la tendance du CAD yen avec celle de l'USD yen. Donc l'USD yen est en violet, ici courbe violette, et le CAD yen est en chandelier japonais. Alors c'est un peu moins fort que le taux de change USD yen, mais ça progresse. Il y a eu de la volatilité sur le prix du pétrole. On voit ici l'impact sur le CAD yen. Et c'est vrai que le marché tente de tenir ce cours de clôture ici qui est à 79,80. Donc voilà, 79,80. Au-dessus duquel on peut croire à davantage d'avancées. Mais bon, parmi les paires en yens, je suis quand même assez méfiant. Si vous vous mettez en données journalières, c'est vrai que lorsqu'on voit ça, on a vraiment le sentiment que ça pourrait pousser davantage. Bon, on verra bien si la Banque centrale se montre assez optimiste et que les stocks de pétrole permettent un renchérissement du prix du pétrole. Pourquoi pas une avancée du CAD yen. Après, le CAD yen peut aussi suivre le destin de toutes les paires en yens et continuer de remonter. Admettons quand même depuis le début de la semaine, le momentum est favorable. Donc c'est difficile d'envisager une stratégie vendeuse, mais c'est plus simple d'un point de vue du momentum de privilégier les stratégies positives. Vous pouvez d'ailleurs retracer une ligne chartiste en données H4 qui attrape tous les chandeliers 4 heures depuis le 10 juillet, donc c'est le début de la semaine. Et bon, pour l'instant, on voit que le marché la préserve. Donc tant qu'on est au-dessus, l'idée c'est de privilégier là aussi la reprise de la dynamique haussière. Le GBP CAD est avant tout, comme le montre sa tendance, une paire en livres sterling. Le GBP CAD, il faut avoir la même interprétation
que sur le taux de change GBP-USD ou encore Euro-GBP. À court terme, ça remonte. Il y a une reprise technique de la livre sterling, mais ça pourrait vite changer une fois que voilà, l'équipe, le nouveau Premier ministre prend ses fonctions. La Banque d'Angleterre demain, ça pourrait caler. Ça pourrait caler sous la résistance à 1,7535. Donc si je devais chercher une vente sur le GBP CAD, ça serait sans hésiter les 1,7535. Donc ça fait partie des niveaux que vous pouvez identifier à un stade précoce. Et vous avez aussi la moyenne mobile à 20 jours. Donc finalement, le point commun de toutes les paires en livres sterling, c'est le rôle de la moyenne mobile arithmétique simple à 20 jours, qui peut être vendue sur la livre sterling. Donc vendre ici le fait qu'elle arrive sur les cours, donc attendre un point de contact, et vous la retrouvez en sens inverse sur le taux de change euro-GBP, avec là la moyenne mobile à 20 jours qui remonte vers les cours. Donc à la question qu'on peut se poser, peut-on à nouveau vendre la livre sterling en vendant le GBP CAD, en vendant le GBP USD ou en achetant l'euro GBP, ça me paraît un peu tôt. Mais pourquoi pas demain se concentrer sur ce que montrera l'analyse technique. La Banque d'Angleterre demain elle agit à 13 heures, donc il y aura peut-être un timing, mais pour l'instant ça me paraît vraiment trop tôt. Alors, voilà, donc au final, je dirais que moi, mon mindset technique cette semaine, ça reste quand même les paires en yens. Après, voilà, je me facilite pas la tâche, mais j'ai envie de dire que c'est là où il y a du mouvement, c'est là où il y a de la tendance. Lorsque ça se réveille, une paire en yens, ça dure quelques jours. Après, ça se met longtemps en range. Et là, je pense que c'est pas encore tout à fait fini, donc pourquoi pas envisager davantage de progression dessus. Bon, l'USD-CAD, pour l'instant, il n'y a pas de signal de trading particulier à noter. De toutes les paires en dollars canadiens, imaginons si cet après-midi le CAD devait être sous pression, si le dollar canadien devait souffrir de la banque centrale et des stocks de pétrole, la meilleure stratégie reste quand même le taux de change NZD-CAD, qui peut clairement accélérer si jamais il dépasse cette ligne chartiste, qui a déjà été testée à 3 reprises. On remonte une 4e fois à son contact, on sent un momentum différent. Il vous suffit de regarder les bougies japonaises en données hebdomadaires pour finir de vous persuader qu'on remonte cette fois-ci au contact de la moyenne mobile de manière très différente. Et on pourrait avoir en cours de clôture hebdomadaire une vraie cassure qui permettrait derrière d'envisager une remontée vers la parité. Donc entre l'USD CAD, le GBP CAD, le CAD yen, l'Euro CAD ou le NZD CAD, je couvre toutes ces paires parce que elles sont concernées cet après-midi par l'actualité monétaire et la macro. Je reste avec un focus technique sur ce taux de change, sur lequel je vous ai proposé hier une stratégie et avec un support, une invalidation sous 94,50, qui est le point bas du petit range qui existe depuis environ 3 séances. Voilà, donc ça c'est ce que je pouvais vous dire dessus. Maintenant, on va regarder les indices boursiers américains qui tutoient leur sommet historique. Hier, il y a eu donc l'ouverture des résultats trimestriels des entreprises américaines. Donc comme à chaque fois, c'est Alcoa, le leader mondial de l'aluminium et un acteur très bien passé sur les métaux industriels, qui a publié ses résultats. Et ils ont été plutôt bons, alors ce qui a permis au S&P 500 de faire des nouveaux sommets. Pour l'instant, en données journalières, s'ouvre là la session US, il est 15h39, ça fait 9 minutes que le marché spot est ouvert. On voit que le S&P 500 tente de se maintenir au-dessus des 2137. C'est possible que le marché revienne tester les 2137 points, parce que c'était le précédent sommet historique. On le dépasse de manière marginale. À un moment ou à un autre, certains traders, peut-être des vendeurs, ceux qui considèrent qu'on est tout en haut, que c'est le point haut, que c'est un piège, peuvent vouloir revenir tester le niveau. Il peut y avoir des vendeurs donc pour faire retomber le prix sur 2737, 2730, et voir derrière la motivation des acheteurs à repayer, parce que ça pourrait être dans un premier temps interprété comme un pullback. Alors j'ai avec moi ici les données du Speculative Sentiment Index, le SSI du FXM, sur le CFD US30. Et ce qui m'a marqué, c'est que dans la hausse récente, il y a eu donc une explosion des retail open short positions, donc des positions vendeuses parmi des traders particuliers. Et ça, selon l'approche contrarienne des marchés financiers, c'est un facteur de hausse de voir cette catégorie de traders vendre massivement les nouveaux sommets.
alors qu'on peut envisager qu'aux États-Unis, les principaux fonds payent. De toute façon, ils sont long only, donc eux, ils ont quand même l'espoir que cette cassure technique haussière soit la bonne. Mais dans un premier temps, je pense qu'on peut se replier et tester 2130, 2137. Et c'est là qu'il va falloir que le marché réagisse favorablement. Le danger, ce serait de réintégrer le niveau. On sera vite fixé. Très très vite fixé. Le Dow Jones, lui, teste pile poil ses sommets historiques. Alors, abus de langage, le CFD US30 de FXM teste pile poil les sommets du 19 mai 2015, qui sont les sommets historiques, à 18 365, et il n'y a pas de vente. Donc, pour l'instant, Wall Street semble en mesure de confirmer les nouveaux sommets, mais c'est un niveau tellement important que de toute façon, ce qui va vraiment compter pour la suite des événements, c'est la clôture de vendredi. Qu'est-ce qui fait monter Wall Street? Bon, déjà l'arbitrage en faveur des actions US, avec la défiance vis-à-vis des actions européennes depuis fin juin, les rendements qui sont plus importants en termes de dividendes, hein, pas le taux d'intérêt des obligations, et le tout début de l'ouverture des trimestriels. Bon, on a coutume de dire qu'Alcoa donne le tempo pour les résultats trimestriels. Généralement, quand Alcoa publie favorablement, bon, ça se vérifie pas tout le temps, mais a priori c'est statistiquement ce qui remonte. Et hier, ils étaient plutôt bons. Et le titre a pris 5% à la clôture de Wall Street. Donc voilà, il y a toujours une bonne raison de croire ça. Maintenant, il faut vraiment que l'US 30 et le SPX confirment. Mais dans un premier temps, je ne serais pas surpris quand même de voir un SPX, donc le CFD des FXM, revenir quand même tester 2130, 2137. Et c'est là que nous aurons la confirmation ou pas de la vraie capacité des indices US à aller au-delà de leur sommet historique. Les marchés actions européens viennent d'enchaîner 3 séances consécutives de hausse. En données journalières, vous voyez le GR30 ici qui a validé un double bottom sur 9300, 9350. Il a dépassé la ligne de coup hier, mais il a toujours la place de faire un pullback, c'est-à-dire que le GR30 peut rester à court terme dans cette phase de rebond technique, tout en revenant faire un pullback sur 9812 points. Alors, lorsque vous vous mettez en données horaires, on avait ce matin quelque chose d'assez intéressant. Petite sortie par l'eau d'un petit biseau et le marché n'a pas accéléré. On tenait dans un premier temps la moyenne mobile à 20 heures et là le marché est en train de la briser. Donc on est toujours en range. Ce ne sera pas une configuration en wedge. Donc pas de nouveau sommet sur les indices européens dans un premier temps. Ça peut durer peut-être un peu plus longtemps lorsque vous vous mettez ici en données horaires sur le GR30. Je vais juste aller voir en données 4 heures. Vous voyez qu'en données 4 heures, il y a carrément la place. La MM20H4 et la MM50H4 sont encore très éloignées du niveau actuel des cours. Le support, c'est 9920 points. Et vous voyez que là, sur cet horizon de temps, il y a la place. Et éventuellement, on peut revenir chercher la partie basse du range avec un S&P 500 qui, lui, viendrait s'appuyer à nouveau sur 2130, 2137 pour apporter au marché la confirmation qu'on peut aller plus haut. Donc, pour l'instant, on reste dans cette petite consolidation, mais à terme, le biais, c'est quand même de reprendre la phase d'avancée ici sur le GR30. Par contre, la moyenne mobile à 20 heures, elle était achetable ce matin, hein, puisque depuis son test 9930, on a pris 70 points. Là, ça retombe. Par contre, voilà, je pense qu'on peut quand même considérer que les 9920, si on les reteste à nouveau, peuvent être un niveau intéressant. Alors le FRA 40, lui, il revient en contact de la MM 20 heures. Il a pris un bel appui dessus, il revient se positionner dessus. Et le Eurostoxx 50, le guide, lui, il reste en range. Hein. C'était un range rectangulaire entre 2920 et 2940. Et il l'a pas quitté par le haut. Donc finalement, ça reste lui le benchmark. Et si vous vous mettez en données 4 heures, vous voyez que bon, on fait des, moi j'appelle ça des toupies, des tout petits chandeliers H4, mais c'est bien. 2920, 2940, le temps de laisser aux indicateurs de tendance sur cet horizon de temps 4 heures, le temps de remonter. Donc au final, 2920 points, ça me paraît toujours être un bon niveau de support pour une stratégie positive ici sur l'Eurostoxx 50. Et je dirais que les niveaux du CFD EUSTX 50, ça permet d'optimiser ces niveaux d'intervention en termes de tactique de trading sur le CFD GR30. Donc voilà, mais vous voyez que Wall Street reste quand même sacrément bien orienté, de même que le CFD UK 100.
La bourse de Londres, alors là pour le coup elle est bien, elle est en forme, hein. Regardez, là aussi c'est tout chaud, les données du Speculative Sentiment Index du CFD UK 100. On fait des nouveaux sommets, ça progresse avec une explosion des retail open short positions. Donc voilà, ça selon l'approche contrarienne des marchés financiers, ça laisse envisager davantage d'avancées pour la bourse de Londres. Bon, j'ai le sentiment qu'à terme, le marché peut revenir retester les 6800 points ici. Et donc sur l'Eurostock 50, moi je reste positif, hein, au-dessus de 2920. Voilà, et donc en partant de cette observation, ça fait un premier support sur le GR30 à 9920. Mais c'est vrai que le CFD USTX 50 est quand même plus propre, là pour le coup, quand même plus propre. Donc oui, là on est à l'équilibre, hein, comme dit Totof, hein, tout reste possible. Si on revient tester 2130, 2137, c'est-à-dire ça peut pourquoi pas être utilisé avec un risque très très serré, parce que si c'est vraiment une cassure technique, pour l'instant je parlerais plutôt de tentative de nouveau sommet historique. Je ne vais pas vous dire que c'est fait, on va aller beaucoup plus. C'est une tentative qui mérite quand même, vu l'importance derrière des décisions en termes de gestion d'actifs, d'être validée par une belle clôture weekly, et donc vendredi soir. Donc voilà, surveillez vraiment ce niveau 2130, 2137. Et si on revient le tester, c'est souvent ce qui se passe, c'est un phénomène classique en analyse technique, le mouvement de retour en français, pull back en anglais. Voilà, il faut que le marché réagisse favorablement dessus. Alors, on va passer sur les matières premières, puisque la publication des stocks de pétrole tout à l'heure aux États-Unis. L'once d'or. Alors, l'once d'or tente de repartir de l'avant, sauf que là, c'est un chandelier journalier, il n'est pas clôturé. Moi, je m'intéresse à la moyenne mobile à 20 jours, et c'est vrai qu'elle vient renforcer le support à 1320. Alors, je commence de plus en plus à penser que le niveau des 1320 $ pourrait être finalement un bon support sur le XAUUSD, donc le CFD. Le RSI H4 commence à se retourner, il n'y a pas de div pour autant. Donc on n'a pas encore assez d'éléments pour croire que c'est la fin de la conso. Un peu comme proposé ce matin, c'est un peu tôt pour le dire. Le cuivre, c'était une stratégie pour viser les 2,20, on est à 2,23, il faut prendre ses bénéfices ce matin et c'est toujours le cas. On échoue dans la partie haute du canal, donc là c'est pas le moment d'y revenir. Le gaz naturel travaille son premier support à 2,69, il est toujours au-dessus, donc pourquoi pas. Le CFD US Oil, on sera vite fixé, le marché a rebondi sur la moyenne mobile à 20 semaines, mais on reste quand même en conso depuis le test des 51 $. On revient là sur le support des 45,80, là ce sera décisif, et ça dépendra des stocks de pétrole. Il est impératif pour que ce rebond sur la 20 semaines se transforme, de tenir les 45,80. Donc attention, ça reste quand même une conso, c'est pas reparti en tendance haussière. Euh, c'est vrai qu'on a une réaction favorable sur la 20 semaines, mais il faut confirmer aujourd'hui en réagissant favorablement sur 45,80. Là on retombe dessus, hein, c'est fort, il est 15h50, il y a les stocks de pétrole tout à l'heure, vous ne serez pas en direct avec moi, puisque dans moins de 10 minutes, je cède la place au point de marché vague d'Elliott, fourchette d'Andrews, mais c'est l'enjeu technique de la séance, les 45,80 de l'US Oil, ça baisse à court terme, voilà un histogramme qui vous montre la performance relative aujourd'hui des principales matières premières, et les contrats de pétrole sont tout en bas, ils se replient, les contrats de pétrole sont en baisse aujourd'hui. Donc ça c'est l'enjeu technique de la séance sur le CFD US Oil. Et l'argent c'est comme le gold, on a une tentative de reprise aujourd'hui, j'ai pas encore de conviction qu'il s'agisse d'un point bas majeur, mais quand même le fait que l'indicateur de tendance ici renforce les 1320 $, a peut-être le début de quelque chose. Alors je repasse sur le marché d'échange. Alors, un instant, le temps que ça charge. Donc là on a un mouvement de retour, hein, même sur les paires en yens. Je pense que on est en conso latérale. Bon, moi sur l'euro yen et l'USD yen, c'est un peu comme les indices boursiers, on a fait des doubles bottoms. En données horaires, c'est un peu trop court-termiste. Si vous mettez en données 4 heures, vous voyez qu'il y a carrément la place pour qu'on reste
au-dessus de ces lignes de coût, mais que le marché reste en range. Mettez-vous en données 4 heures, c'est l'horizon de temps privilégié pour le swing trading. Voilà, les moyennes mobiles sont encore loin. Le marché peut prendre le temps de temporiser au-dessus des 114,90, tout comme le JAR30 ou même le S&P 500 peut prendre le temps de temporiser au-dessus des résistances récemment franchies. Donc voilà, soyez prudents. Et peut-être prendre un peu plus de recul à l'aide de ces bougies H4. Mais à terme, moi je pense toujours qu'on a la possibilité sur ces actifs risqués de mettre encore une petite jambe de hausse supplémentaire. Ce qui va se passer là lors de les 2 premières heures de la session US sera majeur. Pourquoi? Parce qu'en Europe on regarde beaucoup Wall Street. Eux-mêmes, les gérants aux États-Unis se placent sur les actions européennes. Et forcément, pour pouvoir aller plus haut, il va falloir que Wall Street confirme ses nouveaux sommets historiques. Il est 15h52, je pense avoir répondu à toutes vos questions. Je vous laisse entre les mains de Nicolas Lavallée pour le point de marché Vague d'Elliott, Fourchette d'Andrews. Et c'est avec lui, donc dans 8 minutes, vous allez suivre la décision en matière de taux de la Banque Centrale du Canada. Et vous serez avec Sylvain à 17h30 pour suivre la conférence de presse de Monsieur Paulos, qui commencera à 17h30. Conférence de presse donc du gouverneur de la Banque Centrale du Canada. Merci à tous et bonne suite de webinaires sur DailyFix.